Il se passe beaucoup de choses dans le monde du catch professionnel dont la plupart des fans ne savent rien. Certaines sont basiques, mais d'autres sont complètement folles, comme le fait de remplacer secrètement des personnages de catch. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez encore du mal à y croire. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les catcheurs de la WWE qui ont été secrètement remplacés sans que personne ne le remarque. Tout d'abord, nous avons Lex Luger et Hulk Hogan. Lorsque Hulk Hogan a quitté la WWE, Vince McMahon a tout misé sur Lex Luger, espérant en faire la prochaine grande star. Luger avait assurément de l'allure et ses talents de catcheur étaient solides. Mais même avec tout le soutien de la WWE, il n'a pas pu remplacer Hulk Hogan. Soyons réalistes, remplacer Hulk Hogan n'est pas une tâche facile. Hulk Hogan est certainement l'un des noms les plus emblématiques de l'histoire du divertissement sportif. Il a joué un rôle important dans la transformation de la WWE d'une promotion régionale en un phénomène mondial au cours des années 1980. Avec son physique imposant et son charisme magnétique, Hogan est devenu l'exemple ultime d'une superstar plus grande que nature. Il a créé de nombreux moments légendaires, comme la tête d'affiche de WrestleMania 3 devant 93 173 spectateurs au Pontiac Silverdome et la conquête de 6 championnats de la WWE. Hulk Hogan avait une telle présence que son départ de la WWE en 1993 a laissé un grand vide. La WWE avait besoin de quelqu'un pour le remplacer. C'est ainsi qu'est entré en scène Lex Luger, qui avait été un heel narcissique, mais qui s'est rapidement transformé en babyface américain après le départ de Hulk Hogan. Le plan de Vince McMahon était de faire de Luger le prochain héros patriotique, un rôle étrangement similaire à la personnalité Real American de Hogan. Cependant, malgré la vision de Vince, Luger n'avait pas la même étincelle que Hulk Hogan. En tant que tel, Lex Luger a eu une carrière exceptionnelle, devenant l'un des plus grands noms du catch dans les années 1990 et au début des années 2000, après avoir été un catcheur de football vedette au lycée et à l'université. Il a fait des vagues sur le ring en tant que champion poids lourd de la WCW. À la World Championship Wrestling, il a remporté 2 fois le titre de champion du monde poids lourd de la WCW et a formé un partenariat durable avec Sting, membre du Hall of Fame de la WWE. Il a rejoint la WWE en 1993 où Vince McMahon l'a d'abord présenté comme un grand méchant appelé The Narcissist. En tant que narcissique, Luger se promenait en admirant son physique musclé dans un miroir avant les matchs. Mais après le départ de Hulk Hogan, Luger s'est transformé en héros américain. Il a même partagé la vedette en tant que co-gagnant du Royal Rumble de 1994 aux côtés de Bret Hitman Hart. Mais voilà, la WWE a eu beau donner à Luger plusieurs opportunités, il n'a jamais réussi à remporter le championnat, ce qui a conduit la compagnie à explorer d'autres options pour remplacer Hogan. Malheureusement, le caractère de héros américain de Luger n'a pas trouvé d'écho auprès des fans. Bray Wyatt est le remplaçant moderne de Waylon Mercy. La plupart des jeunes fans de la WWE ne reconnaissent pas Waylon Mercy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Waylon Mercy était un personnage très en avance sur son temps, qui a fait ses débuts en 1995. Avec les innombrables gimmicks lancés durant l'ère de la nouvelle génération de la WWE, Waylon Mercy était l'un de ces personnages qui méritait beaucoup plus d'attention qu'il n'en a eu. Waylon Mercy était interprété par Dan Spivey, un vétéran du monde du catch. Spivey a lutté pour de nombreuses promotions, notamment Jim Crockett Promotions, où il a fait équipe avec de futures stars comme Sid Vicious et Mean Mark Calous, que vous connaissez probablement mieux sous le nom de The Undertaker, dans le cadre du groupe The Skyscrapers. Il a également fait un passage à la WWE dans les années 80, où il a fait équipe avec Mike Rotunda sous le nom de The American Express. Même si le titre n'était pas vraiment à sa portée à l'époque, il a remporté le World Tag Team Championship aux côtés de la légende Stan Hansen lors d'un passage à la All Japan Pro Wrestling. En 1995,
Dan Spivey retourne à la WWE pour une nouvelle période avec le nouveau personnage de Waylon Mercy. Waylon Mercy portait une chemise hawaïenne lors de son entrée et arborait un tatouage de mini-sabre effrayant sur le front. Avant ses débuts, il a eu de nombreuses vignettes dans lesquelles il parlait de manière effrayante tout en paraissant calme, comme s'il dirigeait une sorte de secte. Dans sa dernière vignette avant son premier match, Mercy dit « Des vies vont être entre les mains de Waylon Mercy ». Les vignettes étaient effrayantes et présentaient Mercy non pas comme un catcheur dur à cuire avec lequel il ne fallait pas se frotter, mais plutôt comme un homme effrayant et obsédant devant lequel la plupart des gens n'hésiteraient pas à se tenir. Bien que Waylon Mercy soit un heel, il avait quelques qualités de babyface qu'il utilisait pour reproduire le sentiment d'un véritable chef de secte, faisant des choses comme arborer un énorme sourire lors de son entrée et serrer la main des arbitres pour donner cette première impression étonnante. On pourrait penser que Mercy est en fait une bonne personne. Cependant, lorsqu'il s'agit de catch, Mercy montre un comportement différent, devenant beaucoup plus agressif envers ses adversaires. Il appliquait un finisher de type Sleeper Hold, affichant un regard dérangé de type Cock-Eyed, tout en endormant ses adversaires. Waylon Mercy a eu une carrière solide, mettant à terre de nombreux adversaires, remportant même une victoire par décompte sur le champion de la WWE, Diesel, lors de son dernier match télévisé. Malheureusement, les blessures l'ont rattrapé, et Dan Spivey a dû prendre sa retraite en 1995. Bien que le gimmick de Waylon Mercy n'ait pas fait d'étincelle à la WWE, le court second passage de Spivey a laissé une impression durable. En fait, on dit que Waylon Mercy a inspiré le seul et unique Bray Wyatt, qui est devenu une grande star du catch moderne. Le personnage de Waylon Mercy était un peu en avance sur son temps en 1995, si bien que la WWE a décidé de recycler certaines de ses vibrations effrayantes et de créer Bray Wyatt en 2012. Lorsque Bray a fait ses débuts, il a beaucoup emprunté au personnage de Waylon Mercy jusqu'à la chemise hawaïenne et aux manières inquiétantes. Fait amusant, Waylon Mercy est même intervenu au Performance Center de la WWE pour donner à Bray quelques conseils sur la façon d'interpréter l'ambiance sérielle du personnage. Ils ont même travaillé ensemble à l'écran d'une certaine manière. Lorsque Bray a présenté ses segments Firefly Funhouse, il a fait venir Mercy the Buzzard, une marionnette dont la voix n'est autre que celle de Dan Spivey lui-même. Bray a repris une grande partie de la vision de Waylon, des chemises colorées au style de promotion effrayant, et l'a transformée en quelque chose de très réussi. Il a fait monter en flèche le mystère et les vibrations inquiétantes, finissant par remporter le championnat de la WWE avec ce personnage et affrontant des légendes comme l'Undertaker, John Cena et Daniel Bryan. Nous allons maintenant nous intéresser à American Alpha, une équipe qui semble être la prochaine évolution de la légendaire World's Greatest Tag Team. Les équipes mixtes sont depuis longtemps un élément important du catch professionnel, et certains partenariats ont atteint un statut légendaire. L'une de ces paires mémorables est The World's Greatest Tag Team, composée de Shelton Benjamin et Charlie Haas, qui a fait ses débuts dans SmackDown de la WWE en décembre 2002. En 2015, lorsque American Alpha a été introduite dans NXT, elle a suivi un chemin remarquablement similaire. Les deux équipes avaient des styles remarquablement similaires et ont rapidement gravi les échelons. Shelton Benjamin et Charlie Haas ont commencé en tant que Team Angle, en s'associant au médaillé d'or olympique Kurt Angle. Ils ont joué le rôle d'hommes de main d'angle, montrant leurs impressionnants talents de catcheurs amateurs et leurs prouesses techniques. Il ne leur a pas fallu longtemps pour briller. 2 mois seulement après leur début, en février 2003, ils ont remporté le championnat tag team de la WWE. Leur premier parcours en tant que champion s'est achevé en mai 2003. Mais en juillet, Shelton et Haas étaient de retour au sommet, récupérant les titres et consolidant leur place sur la scène des équipes tag. Au cours de cette période, ils ont même changé de nom, se présentant d'abord comme The Best Damn Tag Team Period,
avant d'opter pour The World's Greatest Tag Team. Ce nouveau nom mettait en valeur leur confiance et leurs compétences sur le ring, et ils sont devenus célèbres pour leur travail d'équipe sans faille et leur capacité technique impressionnante. Après une période de succès à SmackDown, Benjamin et Haas ont été séparés en 2004 lorsque Benjamin a été recruté par la WWE pour Raw. Bien qu'ils se soient brièvement réunis en 2006 et qu'ils aient fait des apparitions sur plusieurs marques de la WWE, ils n'ont jamais retrouvé l'alchimie qu'ils avaient auparavant. En 2007, ils se sont séparés, Benjamin se dirigeant vers la marque ECW de la WWE, tandis que Haas restait dans le mélange de l'équipe tag. En 2010, ils se sont retrouvés sur la scène indépendante, notamment à la Ring of Honor, où ils ont remporté 2 fois le ROH World Tag Team Championship. Plus de 10 ans après l'irruption de la World's Greatest Tag Team sur la scène, la WWE a présenté une nouvelle paire qui était essentiellement une copie de leur parcours et de leur style, American Alpha. Composé de Chad Gable et de Jason Jordan, American Alpha possède les mêmes qualités de catcheur amateur que Haas et Benjamin. Gable, un espoir olympique, et Jordan, un champion de catch de la NCAA, étaient tous deux des athlètes d'élite avant de faire le saut à la WWE, tout comme leurs prédécesseurs. American Alpha a commencé à se former en mai 2015 lorsque Gable, un nouveau visage à NXT, a essayé de convaincre Jordan de faire équipe avec lui. Au début, Jordan était hésitant, mais il a fini par se rallier, et la paire a commencé à concourir ensemble. Tout comme Haas et Benjamin, Gable et Jordan se sont appuyés sur leur solide jeu au sol et leurs compétences techniques en matière de catch, gagnant rapidement l'adhésion des fans et des autres catcheurs. Il était facile de voir qu'ils s'inspiraient de la World's Greatest Tag Team, et ils n'hésitaient pas à reconnaître ces similitudes dans les interviews et à la télévision. Mais voilà, les parallèles entre les deux équipes ne se limitent pas à leur succès sur le ring. Les deux équipes sont composées d'anciens catcheurs amateurs qui ont apporté leur prouesse technique sur la scène du catch professionnel. Les antécédents amateurs des deux équipes ont réellement façonné leur style in-ring de manière significative. American Alpha et The World's Greatest Tag Team s'épanouissent dans le catch au sol, en utilisant des transitions, des prises et des suplexes pour surpasser leurs adversaires. Même leurs finishers se reflètent l'un l'autre. The World's Greatest Tag Team utilisait un double belly-to-back suplex, tandis que la grande amplitude d'American Alpha était une tournure unique, Jordan lançant ses adversaires dans les airs avant que Gable n'exécute la suplex. En termes de réalisation à la WWE, The World's Greatest Tag Team a prospéré pendant la Ruthless Aggression Era au début des années 2000, remportant 2 fois le WWE Tag Team Championship et s'engageant dans des rivalités épiques avec des équipes telles que Los Guerreros Eddie et Chavo Guerrero et Rey Mysterio. Bien que Benjamin ait connu le succès en tant que simple compétiteur, remportant plusieurs fois le championnat intercontinental, ni lui ni Haas n'ont vraiment atteint les sommets que leur talent leur permettait d'espérer. American Alpha semble déterminé à se forger un héritage similaire. Ils sont rapidement devenus les favoris des fans de NXT, livrant des matchs fantastiques et remportant finalement le championnat par équipe de NXT. Leur popularité s'est étendue au roster principal, où ils ont remporté le SmackDown Tag Team Championship. Cependant, à l'instar de leurs prédécesseurs, le temps passé au sommet par American Alpha a été de courte durée. La WWE a décidé de les séparer, Jordan devenant le fils kayfabe de Kurt Angle, tandis que Gable restait dans l'équipe Tag Team, mais ne connaissait pas le même succès. The World's Greatest Tag Team et American Alpha étaient à peu près identiques. Mais American Alpha était-il vraiment à la hauteur de l'héritage de The World's Greatest Tag Team? On peut en débattre, mais leur impact sur le catch moderne par équipe à la WWE est indéniable. Vous avez déjà entendu parler de Funkasaurus? Eh bien, vous avez probablement entendu parler de la gimmick très similaire de Flash Funk. En 2012, Brodus Clay a fait son entrée sur la scène de NXT avec un nouveau personnage très coloré,
The Funkasaurus. Ce personnage, qui aime s'amuser, était tout entier tourné vers les bonnes vibrations, avec des choristes et des enfants qui se joignaient à la fête sur le ring. Si nous retournons en 1996, nous rencontrons Flash Funk, qui a fait ses débuts à la WWF lors des Survivor Series, avec presque la même ambiance. Flash Funk dansait dans son zoot suite et emmenait ses Fly Girls, ou Funkettes ou à la fête. Il a fait équipe avec Ron Simmons et Terry Funk en 1998 et a ensuite rejoint le GOB Squad d'Al Snow. Toute sa personnalité consistait à être funky, pas besoin de se concentrer sur les prouesses de catch ou sur une quelconque histoire. Sa musique d'entrée est lancée par une femme qui chantonne « Oh Flash, you're so funky !» et ce rythme funky fait danser tout le monde, alors que lui et les Funkettes se dirigent vers le ring en se trémoussant tout le long du chemin. Flash Funk a même tenté de participer au tournoi Brawl for All de la WWF en remplacement de Ken Shamrock, mais il a été éliminé en quart de finale par The Godfather. En 1999, sous le nom de Scorpio, il a demandé un congé pour des raisons personnelles, mais a fini par être renvoyé de la WWF. Lorsque Brodus Clay est apparu sous les feux de la rampe de la WWE, il faisait essentiellement une version 2012 de la routine Flash Funk. Ce Funkasaurus de 170 kg est arrivé sur la planète Funk, prêt à faire la fête et à tout chambouler. Si la taille impressionnante de Clay et sa personnalité loufoque ne suffisaient pas à attirer l'attention, ses acolytes, les Funkadactyls, Naomi et Cameron, le faisaient assurément. Imaginez deux femmes en combinaison moulante dansant aux côtés d'un danseur de funk à la carrure imposante qui se fait appeler le Funkasaurus. Le gimmick était en fait un retour en arrière, avec des danseurs d'accompagnement et la même énergie entraînante. Même la musique a été recyclée. Brodus a utilisé un thème qui appartenait à l'origine à Ernest The Cat Miller. La WWE espérait qu'en reprenant l'ancien gimmick de Flash Funk, elle trouverait une nouvelle star en la personne de Clay, mais cela n'a pas vraiment fonctionné comme elle le pensait. Bien que la WWE l'ait poussé à faire plusieurs squash matchs et un long segment à WrestleMania 28, le personnage n'a tout simplement pas trouvé d'écho auprès des fans. Lorsque Brodus a fait ses débuts à Rio en janvier 2012, les gens s'attendaient à quelque chose de sérieux. Mais au lieu de cela, ils ont eu droit à un personnage qui était plus enclin à danser qu'à dominer sur le ring. C'était un spectacle sauvage, mais qui aurait pu penser que cet acte amusant ne laisserait pas une marque durable sur le catch professionnel. Au final, on a eu l'impression d'un remake nostalgique de l'ancien gimmick de Flash Funk, où le funk était peut-être présent, mais où la magie ne s'est pas traduite par un héritage mémorable. Toujours dans les versions recyclées de personnages du passé qui n'ont pas eu de succès, The Genius et Damien Sandow étaient presque les mêmes, mais Sandow a été un peu un flop. Le génie était un personnage de catch de la fin des années 80, vêtu d'une tenue inspirée des robots qui criaient « Je suis plus intelligent que vous ». Ce type n'était pas n'importe quel catcheur, c'était l'homme le plus intelligent du monde. Avec sa poésie fleurie et son arrogance exagérée, il a rapidement gagné la popularité qu'il recherchait. Toute sa stratégie consistait à être un intellectuel pompeux qui méprisait les autres superstars et, honnêtement, l'ensemble de l'univers de la WWE. Le catcheur Lanny Poffo, l'homme derrière The Genius, a fait forte impression en se moquant non seulement de ses adversaires, mais aussi des fans présents. Il s'est habillé d'une toge et d'un chapeau de diplômé et a lu des poèmes destinés à faire rôtir les spectateurs. C'était un gimmick amusant, surtout si l'on considère que le père de Poffo, Angelo, portait un costume similaire dans les années 70. Bien que le génie n'ait pas beaucoup lutté, il a tout de même réussi à remporter une victoire par décompte contre le légendaire Hulk Hogan, ce qui n'est pas un mince exploit. En 2012, nous rencontrons Damien Sandow, un personnage qui ressemble à une version réimaginée du Genius. Sandow prétendait fièrement être le sauveur intellectuel des masses non lavées. Comme le génie, il a apporté une attitude snob et des insultes intelligentes à la table.
L'attitude de Sandow était très proche de celle du personnage de Poffo. Grâce à son comportement élégant, il est parvenu à décrocher un contrat Money in the Bank et a failli détrôner John Cena pour le titre de champion du monde des poids lourds. Sandow a connu une solide carrière de heel intellectuel moderne et l'univers de la WWE n'a jamais pu se passer de lui. Il était un maître du micro, se moquant sans peine des fans tout en faisant étalage de sa supériorité supposée. Cependant, la WWE a laissé tomber la balle lorsqu'elle l'a fait encaisser son contrat Money in the Bank contre John Cena pour ensuite le dominer totalement et perdre le match. Mais il y a un rebondissement. Alors que sa carrière semblait s'effondrer, Sandow a trouvé une nouvelle vie en tant que Damien Mizdow, la doublure de The Miz. Ce personnage s'est avéré être un succès, car les fans adoraient le voir imiter tous les mouvements du Miz, et il a commencé à susciter certaines des réactions les plus fortes de la compagnie. Pour une raison ou une autre, la WWE a décidé de les séparer, et, malheureusement, Sandow ne s'est jamais vraiment remis de cette séparation. Dans l'ensemble, The Genius et Damien Sandow sont tous deux des personnages intelligents et rusés qui jouent de la carte de l'intelligence à la perfection. Mais alors que The Genius a fait des vagues pendant l'ère dorée, la version de Sandow ressemble à une idée recyclée qui a brillé pendant un moment, mais qui a fini par s'éteindre. Parfois, on ne peut pas faire mieux que l'original. C'est pourquoi Mason Ryan a eu du mal à s'imposer car tout le monde pensait qu'il n'était qu'une copie de Batista. Ces deux hommes ont plus qu'une simple ressemblance. Lorsque Mason Ryan a fait ses débuts dans le roster principal, Batista était déjà un membre du Hall of Fame en devenir. Batista s'est fait connaître du grand public entre 2002 et 2010. D'abord en tant que membre de la légendaire faction Evolution. Au cours de sa carrière, Batista a remporté 2 fois le championnat de la WWE, 4 fois le championnat du monde des poids lourds et de nombreux titres par équipe. Début 2011, Mason Ryan fait parler de lui en tant que nouveau membre du New Nexus de CM Punk. Dès le départ, les fans n'ont pu s'empêcher de remarquer que Ryan ressemblait à un mini Batista, et il n'a pas fallu longtemps pour que les comparaisons commencent à fuser. Il avait les muscles, la présence menaçante et même les mêmes traits frappants qui ont rendu Batista célèbre. Mais c'est là que les choses ont mal tourné pour Ryan. Le fait d'être surnommé Batista Light ne lui a pas rendu service. La WWE semblait penser qu'en plaçant Ryan dans un rôle similaire, il obtiendrait le même succès que The Animal, mais c'était comme essayer de faire entrer une cheville carrée dans un trou rond. Bien qu'il ait été associé à de grands talents comme John Cena et The Big Show, Ryan a eu du mal à trouver ses marques. Ses compétences sur le ring étaient décentes, mais pas spectaculaires, et il n'avait tout simplement pas le charisme nécessaire pour rivaliser avec le personnage audacieux de Batista. Lorsque la WWE l'a finalement transféré à NXT en 2012 pour qu'il perfectionne sa catch et son personnage, il était clair qu'il menait déjà un combat difficile. En fin de compte, Mason Ryan a été libéré en 2014 et au lieu de rester dans la catch, il a décidé de se tourner vers une forme de divertissement complètement différente, le Cirque du Soleil. Bien que Mason Ryan ait le physique et la présence, il ne pouvait pas échapper à l'ombre de Batista, qui s'était déjà taillé un héritage inoubliable dans le cercle carré. En fin de compte, Ryan a eu le malheur d'être toujours considéré comme l'autre. Batista, un doppelganger qui n'a jamais réussi à atteindre les sommets de l'original. Enfin, Goldberg et Ryback sont 2 noms que les fans de catch associent souvent parce qu'ils ont une ressemblance frappante, mais leurs carrières ont pris des chemins très différents. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Goldberg était le roi incontesté de la WCW. Ce mec n'était pas seulement un catcheur, c'était un phénomène. Il a fait du spear son mouvement fétiche et l'a exécuté comme personne d'autre, ce qui lui a valu un statut légendaire. De 1997 à 1998, Goldberg a connu une incroyable série d'invincibilité, accumulant 173 victoires. Il devient rapidement le catcheur le mieux payé de la WCW et le visage de la compagnie, collectionnant les titres au passage. Un championnat du monde des poids lourds de la WCW, 2 championnats des États-Unis des poids lourds de la WCW
et un titre par équipe avec Bret Hart. Tout le monde voulait voir Goldberg sur le ring. Cependant, une fois que sa série d'invincibilité s'est effondrée grâce à Kevin Nash en 1998, les choses ont commencé à se gâter pour lui. L'aura qui l'entourait a diminué, et ce fut l'un des principaux faux pas qui ont contribué à la chute de la WCW. En 2003, Goldberg fait son entrée à la WWE, mais la compagnie ne le traite pas comme la superstar qu'il était autrefois. Les fans étaient impatients de retrouver la puissance qui avait dominé la WCW, mais au lieu de cela, il a dû faire face à de sérieux revers. Il a perdu des matchs importants, dont un contre Triple H à SummerSlam, ce qui a été ressenti comme une énorme déception. Lorsqu'il a affronté Brock Lesnar à WrestleMania Vegas, les deux hommes étaient sur le point de quitter la compagnie, et le match a été notoirement terne. La WWE a manqué l'occasion de faire revivre la magie de Goldberg. C'est alors qu'est apparu Ryback. Skip Sheffield à l'origine, il a été reconditionné en 2012 en tant que Ryback, et les fans n'ont pas pu s'empêcher de remarquer les similitudes avec Goldberg. Il avait la même musculature et la même intensité, et sa phrase d'accroche « Feed me more » donnait une forte impression de « Who's next ?» Ryback a même égalé le style de Goldberg sur le ring, dominant avec des mouvements explosifs et un format de match court mais doux. C'est comme si la WWE essayait de recréer la magie de Goldberg. Ryback a commencé sa carrière à la WWE en force, avec une impressionnante série d'invincibilité de 38 matchs, avant de s'incliner face à CM Punk à Hell in a Cell en 2012. Cette défaite reflète la façon dont les fans ont perçu la fin de la série de Goldberg, ce qui les a amenés à faire encore plus de comparaisons entre les deux. Les fans scandaient souvent « Goldberg » pendant les matchs de Ryback, et pour ne rien arranger, la WWE a remplacé sa tenue par un short noir, semblable au look classique de Goldberg. Au lieu de se démarquer comme un personnage à part entière, il donnait souvent l'impression d'être une copie de Goldberg. La nostalgie de Goldberg était omniprésente et Ryback, au lieu de se forger son propre héritage, a été éclipsé par les comparaisons constantes. Contrairement à Goldberg, Ryback a eu du mal à organiser des matchs mémorables, ce qui n'a pas aidé. Le temps qu'il a passé sous les feux de la rampe a été assez court. Et bien que les fans se soient ralliés à lui au début, l'excitation s'est rapidement dissipée. En 2015, la WWE a tenté de relancer la carrière de Ryback en lui donnant le titre de champion intercontinental, mais cela n'a pas rallumé le feu que les fans espéraient. Son règne s'est avéré décevant et, à mesure que ses opportunités diminuaient, sa fanbase en faisait de même. En 2016, frustré par le manque de direction créative de son personnage, Ryback a quitté la WWE, mettant ainsi un terme à sa carrière au sein de la compagnie. En fin de compte, si Goldberg et Ryback partagent des similitudes frappantes dans leur carrière de catcheur, leur impact sur l'industrie ne pourrait être plus différent. La formule qui a fonctionné pour Goldberg à la fin des années 1990 ne s'est pas traduite pour Ryback dans une ère différente du catch. L'héritage de Goldberg reste cimenté comme l'un des plus grands de tous les temps, tandis que la carrière de Ryback, bien que brièvement prometteuse, n'a jamais atteint les mêmes sommets et reste un cas de potentiel non réalisé. Et voilà, ces catcheurs de la WWE ont été secrètement remplacés, mais personne ne l'a remarqué. Lequel de ces catcheurs était le meilleur remplaçant? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.